Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, ici à 2400 mètres d'altitude, on est un peu surpris par le froid, mais ça nous fait du bien. Lorsque le général Bonaparte parvint au pouvoir les 18 et 19 Brumaire en 8, c'est-à-dire 9 et 10 novembre 1799, il eut à résoudre 3 problèmes. Pacifier la Vendée, éviter la banqueroute et vaincre la seconde coalition qui s'était dressée contre la République des directeurs. Et comme à son habitude, sans perdre de temps, il s'attela à les résoudre. Premièrement, il s'occupa du problème de la Vendée où les royalistes et les catholiques qui peuplaient en grande majorité cette province refusaient obstinément de se plier aux diktats révolutionnaires. Cependant, dans un esprit de conciliation, le premier consul autorisa l'ouverture de pourparlers. Mais, fidèles à leurs convictions, les Vendéens et les Chouans refusèrent de déposer les armes. Alors, au début du mois de janvier 1800, perdant patience, Bonaparte ordonna au général Brune de les mater par la force. Brune ne se le fit pas dire 2 fois, et après avoir fait fusiller un certain nombre de meneurs et brûler quelques villages, toute la province se soumit. Deuxièmement, il prit des mesures financières, policières et administratives qui allaient ramener petit à petit l'ordre, la stabilité, la sécurité et la prospérité. Tout cela étant réglé, Bonaparte se pencha sur la situation militaire qui était des plus catastrophiques. En effet, d'un côté, l'archiduc Charles, qui commandait les forces austro-prussiennes, avait repoussé les Français jusqu'au Rhin. De l'autre, au sud, les forces austro-russes avaient reconquis une grande partie de l'Italie du Nord. Seule la Ligurie leur avait échappé. Heureusement, l'étau s'était desserré du côté de la Suisse, où Masséna avait réussi à bouter hors du territoire helvétique les Russes et les Autrichiens. Cependant, la situation générale de la France restait précaire. Le trésor était à sec, les soldats étaient fatigués, mal armés, bref, tout faisait défaut. Conscient de tout cela, Bonaparte tenta une ouverture auprès du roi d'Angleterre et de l'empereur d'Autriche. S'ils reconfirmaient le traité de Campo Formio qu'ils avaient signé en 1797, c'est-à-dire l'annexion de la Belgique à la France et la reconnaissance des républiques cisalpines et liguriennes, lui, premier consul de la République, était tout disposé à faire la paix. Bien sûr, cette offre fut repoussée. En fait, l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie exigeaient que la France abandonnât toutes ses conquêtes et retournât dans ses frontières d'avant 1792. Face à ce refus cinglant, Bonaparte n'avait plus qu'une issue, reprendre la guerre. 2 possibilités s'offraient à lui: attaquer l'ennemi soit sur le Rhin, soit au nord de l'Italie. Mais le problème était ardu, car les forces françaises, environ 250 000 hommes, étaient disséminées aux Pays-Bas, le long du Rhin, en Suisse, en Cisalpine et en Provence. C'est pourquoi, entre le mois de janvier et le début du mois de mars 1800, Bonaparte prit 3 décisions. Premièrement, renforcer l'armée du Rhin de façon à ce qu'elle atteigne 130 000 hommes. Secondement, fournir dans les plus brefs délais du ravitaillement aux 40 000 hommes de l'armée d'Italie qui tentait de résister aux troupes du général autrichien Mélas. Troisièmement, créer de toutes pièces une armée dite de réserve d'environ 60 000 hommes qui serait stationnée à Dijon, à mi-chemin des 2 autres. Une fois ces 3 points établis, l'armée d'Allemagne, commandée par le général Moreau, devait franchir le Rhin entre Schaffhouse et Constance, de façon à contourner les 150 000 hommes du feldmaréchal autrichien Kray, qui stationnait dans la Forêt-Noire et en Souabe.
Dans l'esprit du premier consul, cette diversion permettrait aux Français de tomber sur l'arrière de l'ennemi et, en profitant de l'effet de surprise, de l'écraser. Bien sûr, pour mener à bien cette action, Bonaparte voulait se réserver la meilleure place, et il l'avait fait savoir à Moreau, qui s'était aussitôt écrié qu'il n'en était pas question et qu'il ne voulait pas d'un petit Louis XIV à son armée, menaçant même de donner sa démission. Il faut dire que le général Moreau, républicain dans l'âme, se méfiait déjà de l'ambitieux Bonaparte. Prenant au sérieux la menace de démission d'un général respecté de ses hommes, et pour éviter une rébellion, Bonaparte céda et changea ses plans. Il laissait à Moreau le choix du point de passage pour traverser le Rhin, l'important étant de refouler l'armée de Cré vers le Wurtemberg et la Bavière, de façon à l'écarter le plus possible de la frontière suisse et des Alpes, où il avait décidé de faire passer dans le plus grand secret cette fameuse armée de réserve qu'il établissait près de Dijon. En effet, après moult réflexions, une autre stratégie était née dans son esprit. Se servir de la Suisse, qui était, ne l'oublions pas, une république sœur, j'ose même dire presque un protectorat français, pour, en passant les cols du Gothard, du Simplon et du Grand Saint-Bernard, tomber à l'arrière des troupes autrichiennes du général Mélas, qui tenait tout le nord de l'Italie, et le couper ainsi de ses bases. Aussi, au début du mois de mars 1800, Bonaparte informa Alexandre Berthier, alors ministre de la guerre, et il le sera jusqu'au 2 avril 1800, de ses souhaits, et je cite: « Citoyen ministre, vous trouverez 6 juin un arrêté pour la formation de l'armée de réserve. Vous tiendrez la totalité de cet arrêté secret, en prévenant cependant tous les individus qui y sont nommés de se préparer à partir et en prenant toutes les mesures nécessaires pour réunir à Dijon les subsistances indispensables pour l'approvisionnement de cette armée. Son quartier général sera à Dijon et le parc d'artillerie à Auxonne. Vous regarderez sans doute comme nécessaire de diriger le plus tôt possible sur Dijon 100 000 paires de souliers, 40 000 habits ou capotes et autres effets d'habillement. Faites réunir chez vous l'ordonnateur et les différents commandants d'armes pour que chacun vous présente l'organisation de son arme. » Puis, le 8 mars parut un décret officiel disant: « Les consuls de la République arrêtent. Il sera créé une armée de réserve forte de 60 000 hommes. Les différents corps et les conscrits qui doivent composer cette armée se mettront sur le champ en marche pour Dijon. Ils seront cantonnés dans les villes à 20 lieues à la ronde. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il prendra toutes les mesures pour faire réunir à Dijon tous les objets nécessaires pour l'armement, l'habillement et l'équipement de l'armée de réserve. De plus, il fut stipulé que tous les anciens soldats qui auraient obtenu leur congé, tous ceux qui, même faisant partie des compagnies de vétérans, sont encore en état de faire la campagne, tous les jeunes gens de la réquisition et de la conscription seront sommés, au nom de l'honneur, par une proclamation des préfets et des généraux commandant les divisions, de rejoindre leur drapeau avant le 15 germinal, c'est-à-dire le 5 avril. Ceux qui ne seraient attachés à aucun corps se rendront au quartier général de l'armée de réserve à Dijon, où ils seront armés et habillés. Le premier consul les passera en revue dans le courant de Germinal. Les citoyens français autres que ceux nommés à l'article 2, qui dans cette circonstance extraordinaire voudront accompagner le premier consul et participer au péril et à la gloire de la campagne prochaine, se feront inscrire chez les préfets et sous-préfets
le ministre de la guerre donnera les ordres nécessaires pour qu'ils soient formés en bataillons volontaires. Ceux qui auraient le moyen de se procurer des chevaux seront formés en escadrons volontaires. Ils seront définitivement organisés à Dijon et les officiers seront nommés par le premier consul. Dans le même temps, pour susciter un élan de patriotisme, les consuls adressèrent une proclamation. « Français, vous désirez la paix? Pour la commander, il faut de l'argent, du fer et des soldats. Que tous s'empressent de payer le tribut qu'ils doivent à la défense commune. Que les jeunes citoyens se lèvent. Ce n'est plus pour des factions, ce n'est plus pour le choix des tyrans qu'ils vont s'armer. C'est pour la garantie de tout ce qu'ils ont de plus cher. C'est pour l'honneur de la France, c'est pour les intérêts sacrés de l'humanité. » Le 20 mars, Bonaparte s'adressa directement aux jeunes Français. Le premier consul reçoit beaucoup de lettres de jeunes citoyens empressés de lui témoigner leur attachement à la République et le désir qu'ils ont de s'associer aux efforts qu'il va faire pour conquérir la paix. Touché de leur dévouement, il en reçoit l'assurance avec un vif intérêt. La gloire les attend à Dijon. C'est lorsqu'il les verra réunis sous les drapeaux de l'armée qu'il se réserve de les remercier et d'applaudir à leurs ailes. Puis, quelques jours plus tard, le 2 avril, il écrivit à Berthier « Les talents militaires dont vous avez donné tant de preuves, citoyen général, et la confiance du gouvernement vous appellent au commandement d'une armée. Vous avez, pendant l'hiver, réorganisé le ministère de la guerre. Vous avez pourvu, autant que les circonstances l'ont permis, aux besoins de nos armées. Il vous reste à conduire pendant le printemps et l'été nos soldats à la victoire, moyen efficace d'arriver à la paix et de consolider la République. Recevez, je vous prie, citoyen général, les témoignages de satisfaction du gouvernement sur votre conduite au ministère. » Désigné général en chef de l'armée de réserve, Berthier adressa le 6 avril un courrier au général Dupont, chef de l'état-major de l'armée de réserve, je cite « Vous donnerez les ordres nécessaires pour faire partir le 8 avril pour Dijon tous les équipages du quartier général, à l'exception d'un aide de camp pour vous et d'un pour moi. Tous les autres partiront avec les équipages. Vous ferez expédier des ordres de route en conséquence. Donnez des ordres à tous les généraux et adjudants généraux faisant partie de l'armée de réserve d'être rendus à Dijon le 20 germinal, c'est-à-dire le 10 avril. Puis il ordonna aux généraux Saint-Rémy, commandant de l'artillerie, et Marescot, commandant le génie, de le rejoindre le 15 avril à Dijon, avec tous les officiers de leur état-major, en ajoutant à l'attention du général Saint-Rémy, commandant de l'artillerie, « Faites filer sur Auxonne tout ce qui peut encore être sur les derrières, car la campagne va s'ouvrir. Activez tous les objets nécessaires et principalement tout ce qui est relatif aux équipages de montagne. » Malade, Saint-Rémy sera remplacé le 15 avril par le général Marmont. La machine militaire s'était mise en route et les ordres fusaient. Cependant, il semblait que tout allait trop vite, car il fallait encore rameuter tous ceux qui pouvaient encore se battre, tant les vétérans que les jeunes inexpérimentés. Il fallait racler les fonds de tiroir pour trouver de l'argent, les vivres, les munitions, tout manquait. Le général Chabran s'exclamait « Je tiens beaucoup à former des soldats et je désirerais les avoir sous les yeux autant que possible. Les armes manquent, la solde des officiers est toujours en retard et les plaintes redoublent. Hier matin, une espèce de révolte s'est manifestée parmi les conducteurs d'un convoi d'artillerie. Le motif en était l'arriéré de la solde. » Le 6 avril, il renouvelait ses doléances. « Les troupes sont sans solde.
Les officiers, infiniment arriérés à cet égard, n'ont plus de moyens de subsister. Il est impossible aux militaires de faire face à leur engagement. Je n'ai pu encore obtenir des armes. Ce retard fait beaucoup languir l'instruction. Le premier consul était au courant de cette situation. Et il n'avait de cesse d'intervenir auprès de Carnot, qui avait remplacé Berthier au ministère de la Guerre, en lui demandant pourquoi l'armée manquait d'affûts traîneaux, d'armes, de munitions et de fusils. Le 10 avril, il ajoutait « Les bataillons de l'armée d'Orient qui sont à Châlons et à Dijon ont besoin de fusils, d'habits, de souliers. Un grand nombre d'officiers qui ont été incorporés provenant des bataillons de volontaires sont hors d'âge de servir. Donnez les ordres pour que tous ceux qui seraient dans ce cas aient leur retraite. Et pour que l'on envoie promptement les fusils, il en faudrait 5 à 6 000. Il manque 1 millier de chevaux pour monter les 7 escadrons de l'armée d'Orient. Donnez les ordres pour qu'il leur en soit procuré, ainsi que des harnachements. Prenez à Paris, sur les habillements destinés à l'armée du Rhin et à celle d'Italie, des habits pour ces 14 bataillons. Il leur en faudrait à peu près 3 000. Il en allait ainsi pour tout, à l'exemple de cette plainte au sujet de la cavalerie. Les régiments de cavalerie, citoyens ministres, ont de très grands besoins. Mon aide de camp qui vient de parcourir les dépôts m'assure que nous avons 3 000 hommes qui ne peuvent pas entrer en campagne pour défaut de selle et d'habits. Lorsque l'armée de réserve quitta Dijon pour se rendre à Genève, beaucoup de soldats n'avaient pas encore reçu leurs armes. Oui, tout s'était fait dans la précipitation. Beaucoup de jeunes gens avaient été engagés malgré leur manque d'entraînement. Ainsi, le 12 mai, peu de jours avant le passage du Grand Saint-Bernard, le général Berthier prescrivait, je cite, « qu'on fasse tirer dès demain quelques coups de fusil à tous les conscrits, qu'on leur fasse connaître de quel œil on mire pour ajuster, et enfin de quelle manière on charge son fusil. » Il en allait de même pour le service des vivres, pour lequel le ministre avait ordonné la levée de 2000 mulets. Mais vers le 20 avril 1800, l'on n'avait pas réussi à réunir tout ce dont l'armée avait besoin. L'inspecteur Boineau, d'origine vaudoise, n'avait que 900 mulets au lieu des 2000 attendus. Et l'ordonnateur Lambert, chargé de l'approvisionnement à Genève, n'avait réuni que 836 000 rations de biscuits au lieu des 1 500 000 prévus. 45 000 pintes d'eau-de-vie au lieu de 100 000. 41 500 boisseaux d'avoine au lieu de 100 000. Et 666 bœufs au lieu des 1000 prévus. Cependant, toutes ces difficultés ne freinèrent pas le rassemblement de l'armée, et à la date du 16 avril, elle comptait 27 000 fantassins, 4 000 cavaliers et 800 artilleurs, soit environ 32 000 hommes. Ainsi, d'après le plan prévu, il manquait encore 19 000 fantassins et 2 000 cavaliers. Malgré tous ces problèmes, l'on peut dire que cette armée de réserve, qui avait été créée de toutes pièces le 8 mars, était plus ou moins prête 1 mois et demi plus tard. Elle pouvait donc entreprendre sa marche vers les Alpes. Nous venons de voir que durant ces quelques mois, janvier, février et mars, Bonaparte avait étudié divers plans pour se rendre en Italie, mais que le refus de Moreau de se plier à ses desiderata l'avait forcé à les changer. Enfin, après avoir mûrement réfléchi, il dit à son secrétaire Bourrienne, en parlant de Moreau, « Ce qu'il n'ose faire sur le Rhin, je vais le faire sur les Alpes. Il regrettera plus tard la gloire qu'il m'abandonne. » De fait, le plan de Bonaparte était simple. Il laissait à Moreau toute liberté pour gérer la situation militaire au sud de l'Allemagne, pendant que lui
avec l'armée de réserve, tomberait comme la foudre sur les arrières du général autrichien Mélas, en passant par différents cols alpins. Ce ne sera que quelques 15 jours plus tard qu'il prendra la décision finale de faire passer le gros de l'armée par le col du Grand Saint-Bernard, tout en assurant ses flancs en dirigeant quelques divisions vers le Simplon, le Gothard, le Petit Saint-Bernard et le Mont-Cenis. Au début du mois de mars, il ordonna au sous-lieutenant Tourné de se rendre en Valais afin d'en dresser la carte et de lui faire une description précise de toute la région, c'est-à-dire de Lausanne jusqu'à la vallée de Conches. Un mois plus tard, Tourné lui faisait parvenir son rapport. En voici quelques passages. Je m'excuse pour la longueur de ce passage, mais je pense que c'est très important pour avoir une vision de ce qu'était cette région en 1800. Le Valais s'étend depuis Saint-Maurice jusqu'à Saint-Gothard. Ce n'est qu'une vallée, une espèce de boyau de 40 à 50 lieues de longueur, environ 200 km, sur une demi-lieue ou 3/4 de large, bordée de chaque côté par une longue chaîne de montagnes très élevées qui, l'hiver surtout, ne laissent entre elles que quelques passages étroits et presque impraticables. Le Rhône, coulant au milieu de cette langue de terre déjà si resserrée, tantôt creuse un précipice très profond entre les montagnes très rapprochées, tantôt erre sur la plaine qu'il rend en grande partie marécageuse ou stérile. Il ne reste à l'habitant de ces tristes contrées que quelques lambeaux de terrain à droite et à gauche qu'il dispute sans cesse contre l'éboulement des montagnes et les inondations du fleuve. Le bétail, dans les parties qui sont susceptibles d'en nourrir une plus grande quantité, forme la principale richesse, comme il est en général la seule ressource de tout le pays. Puis il se penchait, donc Tourné, se penchait sur l'état des routes. De Lausanne à Brigue, la route est très praticable pour toute espèce de voiture ou de transport. Le chemin dans toute cette étendue est large et la plaine continue. Quant au passage du Saint-Bernard, la route jusqu'à Saint-Branchier est praticable pour toute espèce de voiture. Elle est unie, large de 8 à 10 pieds, environ 3 mètres. De là jusqu'à Saint-Pierre, elle est montante, dans quelques endroits plus étroite ou embarrassée. Dans d'autres, on ne pourrait y conduire que des chars d'une construction légère comme ceux du pays. Il serait impossible de les mener au-delà de Saint-Pierre. S'il s'agissait par conséquent de faire passer au Saint-Bernard des transports d'un certain poids ou d'une certaine dimension, une pièce d'artillerie par exemple, il faudrait recourir à des moyens extraordinaires. Mais cette entreprise n'est pas impossible à effectuer. Il faudrait démonter les pièces et les placer sur des traîneaux forts, mais étroits, dans lesquels elles seraient en quelque sorte enchâssées et fortement assujetties. Il faut que le tout puisse subir toute espèce de secousse et y résister sans éprouver ni rupture ni déplacement. Ces traîneaux doivent être portés sur une espèce de train à rouage jusqu'à Saint-Pierre, de là jusqu'au couvent du Saint-Bernard. L'avantage qu'offre la route du Saint-Bernard pour une entreprise de cette nature, c'est que l'espace le plus difficile à franchir n'a que 2 à 3 lieues d'étendue, donc une dizaine de kilomètres, qu'il n'est point bordé de précipices et qu'on y peut employer le nombre de forces nécessaires. Les affûts et autres accessoires peuvent être portés à dos de mulet. Quant à la cavalerie, il en a déjà passé par cette route. Elle n'a jamais éprouvé aucun accident. Il est vrai qu'elle ne peut passer que par petits détachements et qu'elle est obligée de se rendre dans le même jour de Saint-Pierre à Saint-Rémy en Val d'Ost. Il en serait de même pour l'infanterie. L'hôpital de Saint-Bernard ne peut contenir que 3 ou 4 compagnies et le défaut de bois et la rigueur du froid font qu'on ne peut bivouaquer sur le sommet de la montagne.
Une opération à peu près semblable a été exécutée l'année dernière sur le Simplon. Elle offrait les plus grandes difficultés. On voulut y conduire un obusier de 6 pouces. On réussit avec beaucoup de peine à le traîner sur le Simplon, de là au lac Majeur, et à le rapporter ensuite lors de la retraite. On y employa plusieurs jours et on y perdit quelques chevaux. En prenant d'avance les dispositions nécessaires, il paraît facile de transporter au-delà du Saint-Bernard une certaine quantité d'artillerie, même de gros calibre. Le Simplon offre plus de difficultés au passage du transport que celui du Saint-Bernard. Ces difficultés sont une route étroite et plus escarpée, au bord d'un précipice très profond, des montées raides et peu praticables. Ces difficultés se présentent d'une manière continue pendant un espace de 4 à 5 lieues. Ce que l'on a fait cependant l'année dernière est la preuve de ce que l'on pourrait faire encore, surtout lorsque les mesures auraient été mieux prises et concertées à l'avance. De Brigue au Saint-Gothard, la route, surtout dans un espace de 12 lieues, environ 50 km, n'est qu'un sentier très étroit, placé sur le flanc des montagnes bordant le Rhône, qui coule à 200 ou 300 pieds de profondeur. On rencontre en outre des tournants et des zigzags très raides. La montée de la Fourca offre les mêmes difficultés et de plus grandes encore. On voit là, dès lors, que le passage par cette route d'une voiture ou d'un transport quelconque est impossible. Il le serait également d'y traîner de pesants fardeaux parce que la route est longue et que dans beaucoup d'endroits, on ne peut employer que la force de quelques hommes ou celle d'un seul cheval. Sous le rapport militaire, l'importance du Valais est assez démontrée. On peut juger, d'après les détails qu'on vient de lire sur les divers passages par où l'on débouche en Italie, que la défense exige des dispositions et une connaissance du terrain toute particulière. Les deux grands passages seraient le Saint-Bernard et le Simplon. Il est possible de faire passer par ces deux routes de l'infanterie, de la cavalerie et même de l'artillerie en employant cependant des moyens extraordinaires pour cette dernière. Les troupes peuvent arriver de l'intérieur de la France, soit par Pontarlier et les routes qui conduisent dans le canton du Léman, soit par Genève en suivant la rive droite du lac, soit par la route qui, longeant la rive gauche, passe par Tenon et vient aboutir à l'embouchure du Rhône. Cette dernière est moins fréquentée et plus difficile. Les troupes qui auraient effectué leur passage par le Saint-Bernard et le Simplon descendent, les premières dans le Val d'Ost, les secondes au lac Majeur. Elles peuvent ensuite s'appuyer mutuellement et effectuer leur jonction. Les troupes que l'on aurait portées dans le Haut-Valais ou dans la vallée de Conches pourraient rejoindre celles du Saint-Gothard par la Fourca. Elles communiqueraient avec l'intérieur de la Suisse par le Grimsel et la vallée d'Oursoronne. Leur descente aurait lieu en Italie par les vallées de la Formazza et de la Maggia. Le succès d'une opération offensive par le Valais tient essentiellement à la manière dont le service des vivres et celui des transports auront été préparés pour fournir à tous les besoins. Les vivres peuvent arriver par la route de Pontarlier, mais le magasin le plus considérable des munitions de tout genre doit être à Genève. Le lac donne un moyen de transport prompt et facile. Les denrées viennent aborder soit à Beauvais, soit à Villeneuve. La difficulté est ensuite de les faire circuler ou de les faire conduire jusqu'à l'extrémité du Valais. Le pays n'a que peu ou point de moyens de transport. À peine peut-on fournir en ce moment à celui des vivres nécessaires pour la fourniture des 2000 hommes qui occupent le pays. Si des forces plus considérables descendaient en Italie, jusqu'au moment où elles auraient pénétré assez avant pour trouver leur subsistance dans le pays même, il serait nécessaire, c'est très important, il serait nécessaire de les faire arriver, ainsi que toutes les munitions, par des passages difficiles. Les moyens d'effectuer ce transport doivent donc être organisés d'une manière sûre. Pour cela, il faut avoir rassemblé une quantité de mulets assez considérable. Le Valais offre, il est vrai,
peu de ressources en fourrage. Mais le mulet consomme moins, se nourrit de tout et franchit aisément tous les passages. Quant à la situation politique du Valais, elle peut influer sur notre situation militaire dans ce pays. Il est donc nécessaire de la connaître. Le Valais a toujours été un pays pauvre, dont l'habitant n'assurait son existence que par une extrême frugalité et de longues économies. C'est ainsi que l'on trouvait dans chaque cabane des provisions amassées depuis plusieurs années. Mais ces ressources ayant été détruites, il n'en reste aucune. Du fait de la campagne de Suisse de 1799, le Bas-Valais est pauvre et épuisé par les passages des différentes armées. Le pays, entre Sion et Brigue, est entièrement pillé et incendié. Le Haut-Valais, appelé aussi la vallée de Conches, était riche en bestiaux. On y a détruit depuis un an la plus grande partie des bêtes à cornes. On est forcé d'en prendre encore tous les jours pour la subsistance de la troupe, ce qui achèvera de désoler et d'indisposer le pays. La révolte du Haut-Valais dans les années précédentes a été comprimée, mais des horreurs de tout genre ont été commises. Elles ont allumé dans le cœur de l'habitant un ressentiment bien difficile à éteindre. Après avoir vaincu les rebelles, on ne les a point désarmés. Presque tous ont conservé ou caché leurs carabines. Les rebelles y ont fait circuler des proclamations, essayent d'y faire des recrues et d'y préparer une nouvelle insurrection. Elle aurait lieu si nous étions faibles et repoussés. C'est la crainte seule qui contient les habitants. Le sous-lieutenant Tourné terminait son rapport en disant « Ce pays offre peu de ressources ». Telle était la situation au début du mois d'avril, lorsqu'on apprit qu'en Italie, le général Mélas avait ordonné d'attaquer sur plusieurs fronts. En quelques jours, les Autrichiens réussirent à couper les lignes françaises, forçant Masséna à s'enfermer dans Gênes avec plus de 15 000 hommes, alors que le général Suchet était repoussé au-delà des Alpes. Cette nouvelle conjoncture poussa Bonaparte à précipiter ses plans, et dès le 24 avril, il donna l'ordre à Berthier, qui se trouvait à Dijon depuis une semaine, de faire partir l'armée de réserve sur Genève et de transporter par bateau à Villeneuve tous les approvisionnements de guerre et de bouche accumulés dans cette ville depuis 2 mois. Toutefois, cet ordre ne contenait toujours pas d'indication formelle sur la route à emprunter pour passer en Italie. Le 25 avril, juste avant de quitter Dijon, le général Berthier fit parvenir une lettre dans laquelle il faisait connaître au premier consul l'état de l'armée de réserve, je cite. « Je vous ai fait connaître ce matin, citoyen consul, que j'avais 22 000 hommes disponibles, mais que je ne pouvais les employer par le manque d'artillerie, de munitions et de chevaux. Je comptais sur l'arrivée prochaine des objets annoncés, mais une lettre que je reçois du général Marmont me donne les plus grandes inquiétudes. Serait-il possible que les opérations de cette armée se trouvassent paralysées par quelque négligence à exécuter vos ordres? Nous n'avons que 300 000 cartouches apportées par la division Chambarlac. Aucune lettre du ministre ne me fait connaître l'époque de l'arrivée des 5 millions de cartouches qui me sont destinées. Les 18 pièces d'artillerie venues de l'armée de l'Ouest ont été conduites par réquisition et sont 100 chevaux. J'ai été obligé de prendre des chevaux d'artillerie de la division Chambarlac pour atteler 6 pièces et 3 caissons d'infanterie que j'ai donnés à la division Vatrin que je dirige sur Genève. Pas de plomb, point de moule à balles, pas un seul caisson pour faire suivre les cartouches d'infanterie lorsqu'elles nous arriveront. Pas un caisson pour les transports des effets des corps, ni pour les services administratifs. Les affûts traîneaux vont arriver et il n'y a pas de chevaux pour porter les munitions. Le commissaire Boineau n'a pas encore levé 400 mulets.
Les subsistances de l'armée ne sont point assurées à Genève. Je viens d'envoyer 100 000 francs. Il est de mon devoir de me plaindre de la position dans laquelle se trouve une armée à laquelle vous portez si justement tant d'intérêt et qui est paralysée, puisqu'elle ne pourrait agir qu'avec ses baïonnettes, faute de munitions et de moyens pour transporter son artillerie. Aucun des fusils achetés n'est arrivé. J'en ai emprunté 400 avant-hier à la 96e demi-brigade pour compléter ce qui manquait à la 22e qui marche déjà sur Genève. De plus, je n'ai aucune nouvelle du général Moreau ni de Masséna. Enfin, le 27 avril, Bonaparte fit parvenir un courrier secret à Berthier dans lequel il lui dévoilait son plan et la route qu'il devait suivre le 27 avril. C'est donc par le Saint-Bernard que je désire que l'on passe. Arrivé à Ast, on sera à même de se porter sur le lac Majeur et sur Milan en peu de marche et dans un pays abondant. L'opération de passer par le Saint-Bernard me paraît beaucoup plus proportionnée à vos moyens actuels, puisque vous n'aurez à vous nourrir que de Villeneuve à Aoste, pouvant transporter vos vivres par le lac à Villeneuve. D'autre part, de Villeneuve à Aoste, vous n'avez que 4 jours de marche. Vous voyez que dans l'une ou l'autre de ces opérations, vous aurez toujours ou les débouchés du Dauphiné par votre flanc droit, ou les débouchés de la Suisse, occupés par l'armée du Rhin, par votre flanc gauche. Ainsi, dans tous les cas, vous avez une ligne d'opération et vous restez en contact avec la République. Cette décision très importante étant prise, Bonaparte ordonna au général en chef Berthier d'envoyer le général Marescot, inspecteur général du génie, au Grand Saint-Bernard, afin de faire des croquis exacts de la route. 8 jours plus tard, le 6 mai, Marescot était de retour à Genève. Pendant ce temps, les événements s'étaient accélérés. La division du général Vatrin avait quitté Dijon pour Genève, où elle recevait tout ce qui lui manquait, puis elle poursuivait sa route en direction de Lausanne, Vevey et Villeneuve, où elle prenait ses quartiers. Dans la nuit du 2 au 3 mai, Berthier quittait Dijon, et le 5, il était à Genève. Il y régnait un grand remue-ménage, car c'était dans cette ville qu'on avait stocké une grande partie de l'approvisionnement de l'armée. À peine y était-il rendu qu'un autre souci vint l'assaillir. Il n'avait toujours pas de nouvelles du général Moreau, le commandant en chef de l'armée du Rhin. S'était-il mis en mouvement? Avait-il, comme convenu, franchi le Rhin afin de détourner l'attention des Autrichiens du feld-maréchal Kray? À cette incertitude s'en ajoutait une autre. Moreau avait-il détaché de son armée une quinzaine de milliers d'hommes qui, après avoir traversé la Suisse du nord au sud par le Gothard, devaient s'établir au nord de la Lombardie pour empêcher les Autrichiens de renforcer le général Mélas? Oui, Berthier était dans tous ses états, car en ce début de mai, l'ensemble des choses s'accélérait. La situation de Masséna s'était dangereusement dégradée. Il manquait de tout et il ne pouvait rien faire, assiégé qu'il était sur terre par les Autrichiens de Mélas et sur mer par les Anglais qui bloquaient le port de Gênes. De plus, Suchet avait été définitivement repoussé jusqu'en Provence. Il fallait vraiment que le général Moreau fît diversion en attaquant l'armée de Kray afin que Berthier pût sans risque diriger l'armée de réserve en direction des Alpes Pennines. Heureusement, le 15 Floréal, c'est-à-dire le 5 mai, un télégramme envoyé par Moreau parvint au premier consul. Je cite: « L'armée du Rhin, dans la journée du 14 Floréal, 4 mai, a culbuté l'ennemi. Elle s'est emparée de la position intéressante de Stockard et de tous les bords du lac de Constance, a fait 7000 prisonniers, pris 9 pièces de canon et des magasins très considérables. » Ah, que ce télégramme était attendu! Alors, sans perdre un instant, Bonaparte fit part à Berthier de cette heureuse nouvelle, tout en lui annonçant son départ pour Dijon, où il ne resta qu'une journée, juste le temps de passer en revue les troupes qui s'y trouvaient.
Le 9 mai, à 3 heures du matin, il parvenait à Genève et s'installait chez les deux Saussure. Le général Dupont s'exclamait « Le premier consul est arrivé ici ce matin. Nous précipitons notre mouvement. Le quartier général part demain pour Lausanne. Les succès de l'armée du Rhin nous permettent de reprendre notre vaste et hardi plan de campagne. Masséna tiendra certainement d'Angène jusqu'à ce qu'il soit secouru. » Le lendemain, après-midi, Bonaparte réunit l'état-major et nomma Lannes commandant en chef de l'avant-garde. Puis il rencontra brièvement le vieux Necker, qui avait l'air, selon ses dires, d'un lourd régent de collège bien boursouflé. Dans l'intervalle, le général Vatrin faisait savoir à l'état-major qu'il avait dispersé ses troupes à Villeneuve, à Baie et à Martigny, lui-même ayant été reconnaître en compagnie du général Marescot la route du Grand Saint-Bernard jusqu'à l'hospice. De fait, l'on peut dire que de ce moment, un branle-bas invraisemblable bouscula les habitudes paisibles de la population des bords du lac. Pendant que des milliers de soldats défilaient sans discontinuer, plusieurs grandes barques du Léman étaient réquisitionnées pour transporter à Villeneuve 1600 caisses de biscuits, c'est-à-dire plus de 150 000 rations, soit 4 jours de biscuits pour 37 000 hommes, 2000 pintes d'eau-de-vie et 190 quintaux de farine. De là, ces marchandises étaient transportées sur des charrettes ou par des mulets. Cependant, à partir de s'embrancher, la tâche devint difficile, car l'étroitesse du chemin interdisait l'emploi de voitures. Il fallut donc tout transporter à dos de mulet, et malgré un réquisitionnement en règle, l'on en manqua rapidement. Le général Berthier n'avait plus une minute, et ses ordres fusaient de tous côtés. Il fallait sans différer verser la solde à tous les hommes pour les encourager. Il fallait que dans chaque demi-brigade l'on fasse tirer quelques coups de fusil à tous les conscrits. Et enfin, de quelle manière on charge son fusil, parce qu'ils étaient vraiment mal instruits, ces pauvres gaillards. Ce qui montre avec quelle précipitation cette armée de réserve avait été constituée. Heureusement, les vétérans de la première campagne d'Italie tenaient le rôle d'instructeurs. Ordre était donné aux divisions Boudet, Loison et Chambarlac de se mettre en mouvement et à leur passage à Villeneuve d'emporter du biscuit pour 5 jours, c'est-à-dire pour les 15, 16, 17, 18 et 19 mai. Il fallait aussi que chaque soldat ait sur lui de la munition pour 50 coups et 2 pierres à feu. Le 12 mai, Boineau, inspecteur aux revues, se plaignait au général Berthier. Le biscuit se met en pièces, l'eau-de-vie est très faible, car les barils sont mal goudronnés. Il n'y a pas assez de mulets, ce qui risque d'engendrer un manque d'avoine, de fourrage, de biscuits et d'eau-de-vie. Dans ce même courrier, il faisait remarquer qu'on commençait à transporter l'artillerie vers le col et que la fonte des neiges était extraordinairement précoce, tout en laissant entendre que ce serait plus long qu'on avait pensé. Il ajoutait que des centaines d'habitants avaient été engagés pour aider aux différents transports et qu'il lui fallait de l'argent pour les payer. À ce sujet, permettez-moi de vous lire un extrait des mémoires du général Grillois, qui, il faut le dire, n'est pas très tendre avec les Valaisans. Excusez-moi pour ceux qui sont ici. Mais c'est un témoignage d'époque. Je cite. Les autorités du Valais avaient mis en réquisition pour être aux ordres de l'artillerie une partie des paysans du pays, et comme on ne les employait que l'argent, ou plutôt l'or à la main, l'appât du gain les rendait très exacts, et ils arrivaient en foule par tous les défilés des montagnes. Il est un... Alors là, je vois même tout ça en guillemets. Il est impossible de voir une population plus hideuse que celle-là. Presque tous les habitants, hommes et femmes, ont des goitres énormes, dont quelques-uns aussi volumineux que leur tête. Et dans chaque hameau, on rencontre un grand nombre de crétins, espèce particulière d'idiots, qui se ressemblent tous par une figure bouffie, un rire hébété, et chose remarquable, ces malheureux sont regardés dans le pays comme des êtres sanctifiés, leurs familles en sont fières. Tels étaient
Tels étaient nos auxiliaires qui chaque matin se rendaient à Saint-Pierre pour être à nos ordres. La première opération étant de démonter les affûts, caissons et voitures au fur et à mesure de leur arrivée, de numéroter chaque pièce et de renfermer les munitions dans des caisses préparées à l'avance, dont 2 faisaient la charge d'un mulet. Une compagnie d'ouvriers d'artillerie s'occupait constamment de cette besogne. Les flasques d'affût, les coffrets, les essieux et les roues de toute espèce étaient chargés sur des mulets et les caissons ainsi que leurs couverts sur les épaules des paysans. 8 hommes portaient le corps du caisson et 4 le couvert. Pareil nombre suivait pour relayer en route. Le trajet durait 7 à 8 heures. Et je crois me rappeler que nous payions 6 à 7 louis par caisson complet, de sorte que chaque travailleur recevait 6 ou 7 francs pour sa journée, somme considérable dans un pays aussi pauvre. Fin de citation. Le 13 mai, ce fut au tour de Lannes, commandant en chef de l'avant-garde, d'avertir le général Berthier des problèmes auxquels il devait faire face. Je cite: « Nous aurons beaucoup plus de difficultés pour monter l'artillerie que je ne croyais. J'espère cependant que tout sera monté après-demain de bonne heure et que je passerai le Saint-Bernard avec l'avant-garde le 16 mai. Je vous prie de donner des ordres pour qu'on envoie des cordages afin qu'on puisse monter l'artillerie avec plus de célérité. Les transports des subsistances vont très lentement. Il n'y a encore ici qu'environ 30 quintaux de biscuits et nous n'avons ni fourrage ni avoine. » Un autre gradé, le général Lauriston, écrivait directement à Bonaparte depuis Villeneuve: « Il n'y a qu'un seul four en état, mais on en raccommode un ancien et 2 neufs seront prêts sous 2 ou 3 jours. Chacun de ces fours peut confectionner 3500 rations, si toutefois les moulins du lieu et des environs étaient suffisants pour les alimenter. La petite quantité d'eau qui sert à les faire tourner retarde considérablement la mouture, de sorte que l'on ne peut moudre que pour 4 à 5 000 rations par jour. Cependant, l'inspecteur général des vivres, le citoyen Ditte, m'a assuré que l'on en confectionnait à Martigny et à Saint-Maurice 15 000 rations par jour. Les fours de ces endroits sont en activité. Cet inspecteur, qui a beaucoup de zèle, m'a assuré que le blé ne manquerait pas. Il est arrivé aujourd'hui 400 quintaux de blé, qui feront à peu près 35 000 rations. La quantité de biscuits arrivée jusqu'à ce jour est de 6 048 caisses, ce qui fait 435 456 rations. Les 10, 11 et 12 mai, l'on a fait partir sur Saint-Pierre 1067 caisses, faisant 76 824 rations. La quantité d'eau-de-vie que l'on a reçue est de 300 barriques. L'on a expédié hier 150 barriques sur Saint-Pierre, ce qui fait 120 000 rations. Il serait urgent, alors ça c'est important aussi, il serait urgent d'ordonner à celui qui fait faire à Genève les barils d'en mieux soigner la construction. Il y en a de si mal joints que beaucoup sont au tiers vide. Il est parti hier 28 bœufs, l'on en attend aujourd'hui 60. L'on a fait partir hier 270 000 cartouches d'infanterie et 22 000 de pistolets. Il en partira aujourd'hui 118 580 arrivés hier de Genève. Il n'existe point ici ni traîneau, ni affût-traîneau. Il vient d'arriver 500 mulets conduisant 4 pièces de 4 et 4 autres de 4 genevoises. Ils avaient pillé là-bas au dépôt d'armes à Genève. Et les approvisionnements de ces pièces, plus 18 000 rations de biscuits. Il n'existe point ici d'avoine pour les troupes passantes, mais seulement 300 sacs pour l'approvisionnement. Quant au foin, l'on peut compter actuellement sur 1200 quintaux. Mais il est de toute nécessité de faire passer des fonds à l'inspecteur des fourrages pour que le service ne manque pas. Cependant,
et il faut le remarquer, une grande partie de ces difficultés furent surmontées, et à partir du 15 mai, les troupes commencèrent à franchir le Saint-Bernard. La division Vatrin passa entre le 15 et le 16, et les divisions Boudet et Loison du 17 au 18. Avant de mettre un terme à cette première partie, je tiens à m'excuser pour les longs textes que je vous ai cités, mais il me semble qu'il était nécessaire de le faire de façon à bien montrer les responsabilités qui incombaient à tous les officiers de l'état-major, de même qu'à montrer l'implication personnelle du premier consul qui avait l'œil à tout, même aux plus simples détails. La suite, ce sera pour cet après-midi. Merci. Alors, juste pour précision, pour ceux qui ne connaissent pas bien les salons du four, le principe, c'est qu'on fait une causerie. Donc, comme il y a autant de spécialistes dans la salle que devant, n'hésitez pas à compléter, corriger ou venir avec des anecdotes que vous connaissez sur le sujet. Donc, madame? Oui, d'abord, merci pour votre superbe interprétation, dites d'un acteur. Merci beaucoup. Alors, j'ai une petite question comme ça. Est-ce que les Vendiens sont restés fidèles à l'armée de Louis XVIII ou ils sont joints à l'armée de Napoléon, une partie? Eh bien, au début, ils étaient fidèles à la royauté, bien sûr, Oui. et c'est pour ça que Napoléon, Bonaparte, les a matés par la force. Alors, il n'y a jamais eu effectivement une grande confiance dans ces hommes qui venaient de l'Ouest. On s'en méfiait tout le temps. Ils étaient toujours prêts à se révolter. Juste un détail, vous aviez très bien résumé le rapport de ce lieutenant. Dans ce rapport, il citait aussi les temps de marche. Donc de Martigny jusqu'au col, ici, vous savez qu'il y a 40 km. Ouais. Le temps qui a été calculé, c'était 4 heures. C'était 10 heures, pardon. 10 heures. 4 km à l'heure. Mais il faut savoir que le chemin dont on a vu une photo tout à l'heure, il cheminait le long de la rive gauche de la Drance, c'est-à-dire que ça n'arrêtait pas de monter et de descendre sur les rochers. Et le type avait allègrement 30 kilos sur le dos. Donc, par rapport à notre société occidentale très développée, très civilisée maintenant, complètement lâchée, vous voyez quelle était la vigueur de ces gens de l'époque, qui étaient tous issus de la paysannerie et qui, depuis leur plus jeune âge, avaient l'habitude de crapahuter dans les campagnes. Mais 4 km à l'heure pour monter jusqu'ici, c'est assez abusif. Monsieur, oui, parce que vous avez dit Villeneuve à Host en 4 jours, vous avez dit tout à l'heure. Oui. C'est très loin, c'est fou. Mais pensez que Bonaparte a quitté Paris le 6 mai. Et il passe le col le 20. Et il s'arrête partout pour donner des ordres. Et il passe 3 jours à Martigny à écrire des dizaines et des dizaines de lettres. On a toutes ces... Heureusement que tous les ordres de Bonaparte sont toujours notés, ils notent toujours l'heure. La lettre est écrite. Donc on sait exactement. Alors on a des lettres qui datent de 2 heures du matin, 3 heures du matin, 5 heures du matin. Il y a la réponse qui arrive le jour même d'Aoste ou des troubles, etc. On avait parlé aussi du temps de passage. Toi, tu as parlé de 4 heures, de 10 heures. On était à 14 heures pour aller à Ust, je crois, non? Le total, Martigny-Ust. Mais alors, je ne sais pas la descente. Enfin, l'âne, en tout cas, il me semble qu'il a fait 14 heures. Un peu plus vite parce qu'il descendait en lune. Alors, c'était pas les seuls. Bonaparte, je le dirai cet après-midi, parce que cet après-midi, on va voir, je ne vous ai pas parlé du passage de Bonaparte lui-même, ça fait partie dans l'après-midi, parce que là, Bonaparte passe le col bien après l'armée. Pratiquement toute l'armée a passé avant lui. Alors, quand on voit soit des tableaux de grands maîtres de l'époque, c'est la propagande pure. On voit toujours Bonaparte entouré de généraux. Ça n'existe pas. Il passe en catimini
incognito, il est habillé pratiquement en civil, on ne le reconnaît pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de légendes qui aussi après vont venir se greffer là-dessus. Elles sont en grande partie fausses, parce qu'on ne peut pas le reconnaître, puisqu'il fallait... Tout ça se faisait dans la grande discrétion, et n'oublions pas une chose, c'est que Bonaparte était constamment, prenait constamment le risque d'un attentat. On cherchait vraiment à le tuer, à s'en débarrasser. Donc il voyage en incognito, et donc lui va partir de Martigny vers 1h du matin, et il arrivera en fin d'après-midi, le même jour, à Étroubles. En faisant plusieurs arrêts, bien sûr. Alors il n'y aura pas de grand casse-croûte à l'auberge de la Colonne Millière. Il y aura peut-être une petite collation avec une tasse de café ou un bol de soupe, peut-être. On n'a pas de description là-dessus. Beaucoup de descriptions ont été faites bien des années plus tard. Bon, on connaît le menu de Bourg-Saint-Pierre. Le menu. Oui, ça c'est... Il a passé tellement vite, il n'aurait pas pu faire encore un grand dîner et puis ensuite crapahuter dans les montagnes. Un œuf, du fromage et du vin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Une question très terre à terre. La fabrication de tous ces biscuits, de toute cette munition, où est-ce que ça s'est fait? Alors, donc on a réquisitionné tous les boulangers partout où on passait, les moulins du lieu, et l'armée transportait dans son équipement, elle avait ses propres fours. Il y avait toute la cantine, les cuisines, etc. Donc on faisait à mesure. Et les hommes touchaient, je peux vous le citer maintenant, par exemple, l'alimentation du soldat à cette époque. Alors ça, c'est un arrêté qui a été pris par le premier consul le 12 septembre 1801. Donc vous voyez, on est pratiquement une année après. Il prend un arrêté pour fixer l'alimentation d'un soldat qui marche, qui va à la guerre. Alors normalement, bien sûr que ça c'était le plan. Hein. Normalement, le soldat devait toucher 750 grammes de pain, 550 grammes de biscuits, 250 grammes de viande fraîche ou de bœuf salé, 30 grammes de riz, 60 grammes de légumes secs, des pois ou des haricots secs, 16 grammes de sel, un quart de litre de vin, un 0,6 déci d'eau de vie, et puis un demi déci de vinaigre par jour. Donc le vinaigre c'était comme antiseptique, et puis pour mettre un peu dans l'eau, parce que normalement il devait mélanger, toujours mettre de l'eau de vie dans l'eau pour la rendre potable. Mais il préférait mettre le vinaigre dans l'eau et puis boire le fer. Donc les soldats transportaient tout sur eux pratiquement. Et ils avaient, quand on avait, par exemple dans des grands déplacements, par exemple, on sait que quand il est allé en Russie, voilà, dans la campagne de Russie, les soldats touchaient une ration de farine et faisaient leur pain eux-mêmes sur place le soir. Un point dont on a beaucoup parlé, Gérard en particulier, sur les biscuits. Le biscuit de l'infanterie était dérivé du biscuit de la marine. C'est-à-dire que c'était des plaquettes d'environ 10 à 12 cm de long sur 4 ou 5 de large et une épaisseur de 2 cm. En fait, le terme de biscuit vient du fait, non pas, c'est pas des biscuits Cambly comme on connaît maintenant, mais c'est l'étymologie du terme cuit 2 fois. Donc il était beaucoup plus sec et il était, pour être consommé, il était trempé dans le vin ou dans l'agneau. D'où la nécessité d'avoir l'agneau. Mais le biscuit s'effritait beaucoup, notamment quand il pleuvait. Et il devenait assez rapidement inconsommable. Il était transporté dans les gibernes ou souvent dans les cartouchières, puisqu'il en avait pratiquement la taille. Mais
Il y en a quelques exemplaires qui existent encore, mais ils sont rabougris. Petite dose. Merci. Tu peux peut-être dire pourquoi Berthier avait été nommé général en chef. général en chef. Parce que, normalement, quand je vous cite tout au début, je vous cite le décret officiel créant l'armée de réserve. L'article 2, je ne vous l'ai pas cité, parce qu'il peut prêter à confusion. Et d'ailleurs, il a été très rapidement barré, parce que dans cet article 2, elle sera, donc l'armée de réserve, elle sera directement commandée par le premier consul. Bonaparte voulait commander lui-même l'armée, mais la Constitution lui interdisait. Il n'avait pas le droit, en tant que chef de l'État, de commander directement l'armée, d'être sur le champ de bataille. En fait. C'est pour ça qu'il a nommé Berthier, qui était un homme relativement souple, dont il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Au contraire de Moreau, qui lui a toujours été un adversaire de Bonaparte. D'ailleurs, il finira très mal sa vie, puisqu'il sera tué dans l'armée de l'ennemi à Dresde. 1813. Il y a un coup de boulet, il a fauché les deux jambes, et il est mort là. Peut-être, Jean-Pierre, on a parlé des 100 000 chaussures préparées. Ah oui, il y avait Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que Lannes en disait de ces chaussures? de cette arrivée de chaussures, ouais. Alors, ça se passe le 14 mai à midi, donc il y a une tempête de neige ou une averse de neige. Un convoi de 40 voitures rejoint l'avant-garde apportant 300 paires de chaussures. Le problème, c'est qu'il y a 1500 hommes qui en réclament. Donc, ce qui est choisi, en fait, et pour éviter une querelle, voire une émeute, les bénéficiaires des nouvelles chaussures sont simplement tirés au sort. Mais en même temps, heureusement, il y a 200 jarres d'eau de vie qui sont distribuées sur l'heure, et bientôt tout le monde chante à tue-tête, ce qui fait oublier la question des chaussures. Une partie de la troupe avait pas de chaussures du tout. Donc le 20 mai, Bonaparte est à Martigny. Les troupes de Lannes, souvent au son des musiques et des roulements de tambour, ont franchi le col dans le brouillard et la neige, déchirant leurs souliers, donc pour ceux qui en avaient. Donc petit rappel, à l'époque, les souliers ou chaussures se portaient indifféremment sur le pied droit ou sur le pied gauche. C'était des espèces de chausses et pas du tout des chaussures adaptées à la montagne. Et puis donc ceux qui ne portaient pas de chaussures, donc c'était notamment les soldats de la 6e légère. Ils avaient juste emballé leurs pieds dans une toile qui prenait l'eau à chaque pas, sans compter la glace qui se formait aux extrémités. Ils avaient donc la sensation, de traîner véritablement des boulets ou des pierres à leurs pieds. Donc voilà un peu comme dans quelles conditions. Oui, mais c'est assez controversé cette histoire du climat. Oui. Parce que selon certains, il a fait très beau, Ouais. et ça a été la chance de Bonaparte. Et puis selon d'autres, on a mis dans la neige et dans le brouillard. Oui, mais ça, c'est la propagande. Hein. Ouais. C'est Bonaparte lui-même qui va semer le doute. Parce qu'il écrivait, je vais le dire tout à l'heure, il va écrire des lettres pour annoncer le passage de l'armée au col. Il envoie des lettres au gouvernement à Paris en leur disant il fait un temps épouvantable, nous avons traversé la neige, la glace, etc. Alors qu'on sait vraiment bien qu'il y a eu une dizaine de jours de répit et qu'il a fait très beau et qu'ils ont pu passer le col. Il faisait plus beau qu'aujourd'hui. Mais on sait qu'il y en a un ou deux qui ont chopé la pluie à Bourg-Saint-Pierre. Oui, à ce titre-là, j'anticipe un peu sur mon exposé de cet après-midi. Alors effectivement, le passage du col a été un instrument de propagande bien avant le passage du col, et Bonaparte envoyait dans le Moniteur des messages disant que c'est la tempête, c'est un péril épouvantable, des avalanches, des chutes de pluie, des chutes de neige, etc. Et puis en réalité, comme dit notre orateur, il y a une espèce de fenêtre de tir extraordinaire de dizaines de jours où il a fait effectivement froid, mais il n'y a pas eu de neige, le ciel était bleu, et puis ils ont pu passer sans aucun danger, sans risque d'avalanche,
durant ces 10 jours. Et puis la preuve de tout ça, c'est que, il n'y a pas de chanoine ici, les chanoines tiennent des bulletins ici depuis plusieurs siècles en disant, en décrivant l'atmosphère du jour, s'il y a eu des chutes de neige, la température, etc., etc. Alors il faisait froid suffisamment pour qu'il n'y ait pas d'avalanche, mais il ne faisait pas un froid sibérien. Alors, la conférence que je donnerai tout à l'heure, j'ai effectué en 2000 à l'université de Chambéry, à l'université de Savoie-Chambéry, devant le pape des études napoléoniennes, donc le professeur Tullard. Et puis il n'était pas abasourdi, mais il se doutait bien que Napoléon avait utilisé un peu de ce passage pour montrer ses mérites, et en disant que, finalement qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et puis j'avais pris la peine de prendre avec moi ces fameux bulletins tenus par les chanoines de Saint-Bernard de l'époque. Donc, alors, le 11 mai, telle température, pas de chute de neige, etc. Le 12, le 13, le 15, le 20. Et puis ça, c'était la preuve par A plus B des conditions qu'ont rencontré l'armée de réserve pour traverser le col du Grand Saint-Bernard. Alors voilà. Alors, CQFD, puis le professeur Tullard était un peu, quelque peu étonné. Donc on a Lannes qui est ici, qui commandait l'avant-garde. Et lui, donc c'est lui qui a écrit ça. Voilà, c'est lui qui avait écrit ça. Et ils avaient ordre de passer la nuit pour éviter justement les avalanches. Et au départ, il y a eu 2-3 couacs parce que justement... Ducugnac disait il faut faire attention d'avoir une discipline parce que quand ça part en vrille, vous n'allez plus rien contrôler. Et les premiers, il y a eu une avalanche et il y a eu 2-3 morts, apparemment quand même. Dedans. Et puis puisqu'on a des spécialistes de l'artillerie ici, peut-être nous dire quelles sont les bouches là. Le Gribeauval, je crois que c'est quoi? C'est du 8, celui d'en bas? Non, c'est une bouche à feu, mais qui est montée sur un affût de transport. C'est quel le calibre. C'est ces chariots qui avaient été fabriqués à Auxonne pour traîner l'artillerie et qui n'ont servi à rien. Parce que quand ils sont arrivés pour passer le col, en fait, ils n'y arrivaient pas. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont mis les canons dans des troncs d'arbres, etc. Puis effectivement, quand ça devient plus carrossable, on enlève les roues et puis on les place simplement sur le traîneau. Mais les calibres, c'est extrêmement difficile à dire si on n'a pas une échelle de mesure à côté de la pièce. Les plus grosses pièces ont passé par le Mont-Cenis. Ah oui, c'était probablement plus facile. Et les obusiers aussi, parce qu'ils ne pouvaient pas les tirer ici, c'était 3 tonnes. Ça a tout passé par le Petit Saint-Bernard et le Mont-Cenis. Il n'est pas passé par Meillerie du tout, de l'autre côté. On a dit qu'il avait tiré au canon là, dans la montagne pour avoir un chemin le long du lac. Il y a peut-être des éclaireurs, mais le gros de la tour a passé par le côté suisse, parce que la route était meilleure. Ah, tout à fait. Je veux juste dire quelque chose par rapport à Tullard. Sur le dernier livre qu'il a fait il y a une dizaine d'années. C'était pas le dernier, ça. Non, pas le dernier, il y a une dizaine d'années. Bonaparte. La page de la couverture, on voit le célèbre tableau de David, et la légende dessous, Napoléon Sagotard.